Bienvenue à tous sur votre émission L'Interview. Le plan national de développement de la République centrafricaine se concrétise. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Richard Filakota, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale de la République centrafricaine, à l'occasion de la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement. Il revient avec nous sur les ambitions économiques du pays, les priorités sectorielles ainsi que les mécanismes mis en place pour attirer les partenaires techniques et financiers. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci madame. Votre ministère a joué un rôle central dans l'élaboration du plan national de développement. Quels sont ses axes prioritaires? Alors, les axes prioritaires, d'abord, en ce qui concerne le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale dont j'assume le leadership. Vous savez que c'est un laboratoire pour la promotion de notre économie nationale. Et donc, ce travail qui a été en quelque sorte la préoccupation de tout le ministère, de tous les départements, en lien avec les autres départements, repose sur 5 axes, 5 axes prioritaires. Alors, le premier axe prioritaire, donc, porte sur la question de la gouvernance, la question de la sécurité. Et dans un pays qui regroupe en quelque sorte une superficie de 632 000 km², s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la bonne gouvernance, vous le savez très bien, les ressources du pays, on ne peut pas mieux les gérer. Donc, nous avons mis en avant la question de la sécurité pour permettre à ce pays de se stabiliser avant de se lancer dans le développement. Le deuxième axe porte sur le capital humain. Dans tout développement, il y a le capital humain qui est la base, qui est le socle. Et donc, nous pensons, avec tout ce que nous avons comme ressources potentielles en République centrafricaine, il va falloir promouvoir un capital humain qualifié. Et je peux même aller plus loin en parlant de hautement qualifié, parce que c'est ce capital humain hautement qualifié qui va nous apporter ce qu'on appelle la valeur ajoutée sur notre capacité à transformer nos ressources et à les mettre sur le marché international. Le troisième axe porte sur toute la question de transformation de notre économie. Parce que beaucoup de nos pays, de nos États africains, leur économie repose sur l'exploitation des matières brutes et leur exportation sur le marché international. Je pense que la révolution que nous voulons faire dans le cadre du PND, de faire en sorte que nos matières premières, nos ressources naturelles, deviennent un champ de transformation. Et à partir de cette transformation, on peut dégager les valeurs ajoutées pour notre économie nationale. Quatrième axe, c'est toute la question des infrastructures. Je peux mettre les infrastructures dans le troisième axe, parce que dans les infrastructures, vous avez tout ce qui est énergie, tout ce qui est transport, tout ce qui est route. Un pays ne peut pas se construire s'il n'y a pas les routes. Un pays ne peut pas s'industrialiser s'il n'y a pas de très bonnes énergies. Donc ça, c'est dans le troisième axe. Quatrième axe, toute la question finance, économie, transformation. Et dans cette transformation, donc, on voit un peu plus loin comment amener notre pays vers sa destinée en tant qu'un pays qui va proposer sur le marché international sa diversité en termes de ressources sur le plan minier, sur le plan agrobusiness, sur le plan numérique. Parce que c'est un pays qui va devenir un hub sur le plan numérique et nous allons travailler dans ce sens. Alors, je vais chuter sur la question du climat, c'est-à-dire tout ce qui est environnement. Dans la question de l'environnement, c'est que notre pays dispose de 10% du bassin du Congo en termes de couverture forestière. Et donc, ce capital forestier, nous ne pouvons pas le négliger. Donc, il va falloir aussi mettre ça en valeur. Et derrière le capital forestier, il y a toute la problématique du fonds vert
et que notre pays est censé mobiliser dans le cadre du PND pour venir adosser ça sur l'économie de notre pays. Monsieur le ministre, vous avez parlé du quatrième axe qui est celui du financement. Quel mécanisme le gouvernement met-il en place pour mobiliser ces financements? Alors donc, le mécanisme que nous avons mis en place, donc ça commence par le travail de fond avec le secteur privé. Hein, vous savez que le financement d'une économie repose davantage sur le secteur privé, sur les investisseurs avec qui nous avons eu à beaucoup échanger sur la base des projets que nous avons préparés. Donc, il y a un ensemble de projets que nous avons classés, projets prioritaires, projets en appendice, c'est-à-dire des projets qui n'ont pas encore les études de faisabilité. Et tous les projets prioritaires ont été ventilés, portés à la connaissance donc, des investisseurs de telle sorte que ceux qui sont intéressés par le secteur minier, qu'ils sachent quels sont les projets qui sont dessinés, qui sont déjà prêts, ce qu'on appelle des projets bancables au niveau du secteur minier, avec lesquels on peut travailler avec eux. Ceux qui veulent travailler dans le secteur agro-business, nous sommes en train de faire un travail très intéressant avec les Indiens. Vous savez que l'Inde est en train de rentrer sur l'échiquier économique, macroéconomique avec la République centrafricaine. Et pour nous, c'est un véritable challenge que nous voulons porter plus loin. Sur la question du numérique, notre pays, sur le plan géostratégique, si vous ne le savez pas, madame, est au centre de l'Afrique. C'est une bénédiction. Je dis une bénédiction, pourquoi? Parce que si on veut établir une connectivité croisière, c'est-à-dire quand vous partez du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, vous devez nécessairement passer par la République centrafricaine. Et nous avons donc cette ambition de faire de la RCA un hub sur le plan numérique, de telle sorte que tous les pays qui entourent la République centrafricaine Indispensable. seront obligés de passer par la RCA pour se connecter avec les autres pays. Donc ça, c'est une question pour nous qui nous préoccupe et non seulement ça nous préoccupe, mais aussi c'est dans l'intérêt non seulement régional, mais aussi dans l'intérêt international. Parce que si on réussit ce pari, mais nous allons avoir avec nous le Microsoft, nous allons avoir avec nous Elon Musk. Donc tout ce monde, on va l'avoir avec nous parce qu'ils vont trouver l'intérêt de ce pays qui est ouvert vers le monde entier et attire le monde entier vers lui. Vous voyez, c'est un peu ce challenge que nous voulons réaliser avec vous. Challenger la technologie de la numérisation. Voilà, c'est ça. Effectivement, d'où proviendra concrètement la croissance supplémentaire au cours des prochaines années? Alors, la croissance supplémentaire, donc, ça va se baser euh, essentiellement d'abord sur l'agrobusiness. Nous voulons passer de la balance commerciale déficitaire à une balance commerciale excédentaire. Parce que nous sommes un pays avec 6 millions d'habitants. Mais autour de nous, vous avez la République démocratique du Congo, qui est un pays avec une population assez élevée. Vous avez donc le Soudan, le sud du Soudan. Vous avez également le sud du Tchad et puis le sud du Cameroun. Donc, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle un marché régional que nous allons inonder si nous arrivons, à travers ce qu'on appelle notre ambition dans l'agrobusiness, à produire suffisamment de telle sorte que la RCA devient le grenier de la sous-région Afrique centrale. Ça, c'est seulement sur le plan agribusiness. Alors maintenant, on revient sur la question la question des mines. Ça, c'est aussi un secteur porteur. Vous voyez le Mali, quand vous voyez le Mali, vous voyez le Burkina Faso, vous voyez le Niger, qui sont des pays qui commencent à devenir des pays, des gros producteurs de l'or. Mais ils nous dépassent en quoi? En matière de quantité, en matière de teneur. Nous avons suffisamment de mines. Pas seulement de mines d'or. Ça, ce n'est qu'une partie de ce que peut-être le public international connaît.
Mais la RCA aujourd'hui est en train de travailler sur la cartographie minière et on a à peu près plus de 500 espèces, hein, de minerais en République centrafricaine. Et ça, c'est pour cela que on a considéré la République centrafricaine comme un scandale géologique. Et nous voulons faire de ce scandale géologique un scandale économique. Monsieur le ministre, nous allons revenir sur le point agricole. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour maximiser ce secteur en République centrale? Il faut mécaniser l'agriculture. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut mécaniser l'agriculture. Mais la mécanisation de l'agriculture, ça ne se fait pas comme ça avec un clic. Il faut mettre en place toute une stratégie. Nous avons vraiment des terres arables, plus de 5 millions d'hectares. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui dispose de autant, c'est énorme. Maintenant, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. On revient à la question du capital humain qualifié dont je parlais tout à l'heure. Parce que quand vous rentrez dans la mécanisation, il faut des ingénieurs en matière agricole. Parce que là-dedans, il y a la phase de la production, il y a la phase maintenant de la transformation pour arriver au bout de la chaîne qui est la commercialisation. Alors donc, toute cette chaîne-là, il faut qu'on arrive, que la RCA commence à se préparer sérieusement pour préparer le capital humain qualifié de telle sorte que toutes les chaînes seront pourvues de main-d'œuvre qualifiée, de telle sorte que cette mécanisation de l'agriculture ne souffre pas, hein, d'un bout de la chaîne jusqu'à la commercialisation. Selon vous, quels sont les principaux défis et risques du PLE? Les principaux défis, c'est de maintenir le gap de la stabilité. Notre pays a beaucoup souffert de la question de la crise. Maintenant, la crise est presque derrière nous. Je dis presque derrière nous, mais ça reste tout à fait une menace. Ensuite, nous sommes rentrés nous avons fait ce qu'on appelle une traversée de la résilience vers la stabilité sécuritaire, stabilité politique. Hein. Donc, nous avons comme défi à travailler pour perdurer cette stabilité. Parce que c'est au bout de cette stabilité que vient le développement. Toute la question du climat des affaires, c'est aussi autour de la question de la sécurité. Mais il n'y a pas que ça comme défi. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un potentiel que nous voulons valoriser, potentiel naturel à valoriser. Et ce potentiel naturel, il faut rapidement faire en sorte que toute la partie infrastructure routière, infrastructure énergétique soit au rendez-vous de telle sorte que quand nous allons rentrer dans la phase normale du développement, qu'on n'ait pas à se tirer par les cheveux, qu'on n'a pas assez d'électricité pour démarrer telle usine, qu'on n'a pas assez d'eau parce que, voilà, ce sont ces défis auxquels il va falloir être très, très regardant et on ne perd pas de vue toutes ces problématiques. Nous allons faire une projection jusqu'en 2028 et supposons que tout se déroule comme prévu. Quelle sera la prochaine étape, monsieur le ministre? Euh, je ne suis pas un prophète économique. Mais j'ose espérer que, avec la trame de tout ce qui est en train de se faire et l'engouement autour du PND, ça, c'est vrai que l'objectif sera pleinement atteint, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va y avoir réduction de pauvreté, hein, de taux de pauvreté, amélioration de la situation de santé, de la population, amélioration de conditions de vie, des populations. Une population qui se nourrit 2 fois par jour, il y en a qui arrivent à peine à se nourrir 1 fois par jour. Il faut que cela cesse, qu'on passe à une population qui peut se nourrir au moins 3 fois par jour. Hein, ça, c'est le minimum selon les ODD. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est pour nous, c'est très important. Ensuite,
quand nous aurons atteint ces objectifs, après 2028, il faut passer dans la phase de la macro-industrialisation. Parce qu'il faut commencer progressivement. Il y a la micro-industrialisation avec les infrastructures que nous allons mettre en place. Mais une fois que la RCA va entrer avec toutes ces infrastructures dans la grosse phase de production, donc on va rentrer dans la macro-industrialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RCA est tout à fait disposée à entrer sur le terrain de la compétitivité, hein, compétitivité commerciale, compétitivité en termes de production, compétitivité en termes de capacité à fournir des services, hein, Même avec des géants économiques. avec des géants économiques, bien sûr. Parce que notre but, c'est d'attirer les géants économiques. Et pour faire l'air, c'est un mini géant économique. Ça reste possible. Il existe au moins 440 ONG opérant en Centrafrique, dont 317 sont des ONG nationales et 123 sont des ONG internationales. Pensez-vous que l'aide de ces structures soit un frein au développement du pays? Alors, il faut se dire que faut remettre les choses dans leur contexte. L'arrivée et la promotion et le développement de manière exponentielle des ONG en République centrafricaine, il faut le mettre en lien, en corrélation avec la situation de crise. Et puis, le fait que, avec la crise également, on a développé ce qu'on appelle la gouvernance de l'urgence, donc la gouvernance humanitaire. Donc, on a mis ça en avant et c'est vrai, ça a permis la promotion de beaucoup d'ONG. Aujourd'hui, le paradigme a changé, le pays a retrouvé sa stabilité, on n'est plus à promouvoir l'humanitaire, mais on est dans la phase du développement. Alors, toute la question est celle-ci. Les ONG qui sont là et qui veulent continuer à travailler avec la RCA, il faut qu'elles basculent dans le développement. Sinon, elles seront appelées à disparaître. Des partenariats, par exemple. Ouais, ouais, on parle de partenariat sur le terrain de développement, sur le terrain de la transformation. Il y a beaucoup de choses à faire sur ces terrains-là. Donc, nous lançons un vibrant hommage aux ONG qui sont en République centrafricaine, hein, de faire leur mutation, hein. Quand on parle de mutation, c'est la transformation profonde, que ça soit sur le plan de vision, pour que leur vision rentre maintenant dans la vision du président de la République, chef de l'État, qui veut faire de ce pays, pas un pays humanitaire, mais un pays prospère et développé. Monsieur Richard Filakota, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Restez scotchés sur Africa 24, l'information continue.